Je ne savais pas ce que c'était, mais j'étais sous le choc. C'était énorme. Des clients sont partis avant la fin de la nuit. Ils ne voulaient pas qu'on les rembourse, ils voulaient juste partir. Je n'en croyais pas mes yeux. Je ne sais pas ce que c'est, ni comment l'expliquer. J'y crois depuis que j'ai dormi au Olivier House Hotel. Tous ceux qui ont travaillé dans ma boutique ont vécu des choses. Certains ont démissionné car ils ne le supportaient pas. Oh, il y a plein d'orbes. Ils les ont maintenus en vie le plus longtemps possible pendant qu'ils les torturaient. Il est dans un état très grave. 33 détenus sont morts cette nuit-là. Cette prison est hantée. La prison est hantée. J'ai vu quelqu'un tomber par-dessus la rambarde. Je lui ai dit « Éloignez-vous, vous allez tomber ». J'étais penchée au-dessus de la rambarde pour regarder en bas. Elisabeth était là. Attention, vous allez tomber. La prison est hantée. Après ce que j'ai vécu et ressenti, je suis convaincue qu'Archie hante la prison. C'était le principal mouchard de la prison. Mon histoire de fantôme a commencé quand j'ai appris que la maison centrale du Nouveau-Mexique était hantée. Mon voisin était gardien là-bas et je lui ai demandé de m'y faire entrer. Honora Langwell m'a appelé et m'a proposé de l'accompagner à la prison de Santa Fe, au Nouveau-Mexique, où une émeute avait éclaté en 1980. L'émeute a éclaté le 2 février. Il n'y avait jamais eu pire émeute dans le pays. C'était une prison de haute sécurité pour hommes. 33 détenus sont morts cette nuit-là. Un groupe de détenus fabriquait de la bière. Et une fois ivres, ils se sont dit qu'ils allaient prendre le contrôle de la prison. Il n'y avait pas assez de gardiens. Ils n'étaient pas très nombreux ni très expérimentés. Les prisonniers ont neutralisé les gardiens et ils s'en sont servis comme otages. Ils avaient toutes les clés. Ils contrôlaient tout et toutes les portes étaient ouvertes. Les mouchards qui étaient en détention protégée ont pris peur. Les mouchards doivent être protégés. Ils dénoncent les autres détenus pour obtenir des privilèges auprès des gardiens. Les mouchards étaient les premières cibles. Un des détenus a été frappé à la tête avec un hachoir à viande. Il est dans un état très grave. Coups de poignard ou de machette, lacération, les blessures sont multiples. Beaucoup ont été poignardés ou brûlés vifs. Ils les ont maintenus en vie le plus longtemps possible pendant qu'ils les torturaient. Ils ont pris des haches et ils leur ont coupé la tête. Un détenu a été décapité. Ils ont pris sa tête, ils l'ont mis sur un pic en acier et ils l'ont exhibé dans le couloir. Ils leur ont coupé leur partie intime avec un chalumeau. Il y a des collègues qui gardent les portes, mais ils ne sont pas payés. Dépêchez-vous, on y va! Vite! Ça a duré 36 heures. Après, ils ont pu négocier pour avoir davantage de nourriture et de confort dans leurs cellules. 8 des 12 gardiens présents cette nuit-là ont été frappés, violés et poignardés. Heureusement, aucun d'entre eux n'est mort. L'émeute a éclaté parce que la prison n'était pas adaptée. Ils étaient trop nombreux. Ils étaient 1136 détenus, alors que la prison ne pouvait en accueillir que 900. Les gardiens les harcelaient mentalement et physiquement. On leur servait de la nourriture périmée. Pour le dîner de Thanksgiving, ils avaient eu de la dinde avariée. Beaucoup avaient été malades, ils en avaient assez. Ils avaient vraiment besoin d'aide. La prison est hantée. L'activité paranormale est liée à des détenus qui ne sont pas partis. Je pense qu'il y a des fantômes. Je les ai vus. Je sais qu'ils sont là. Et j'ai ressenti la torture. J'ai des dons de télépathie depuis que je suis enfant. Ma mère était médium et c'est d'elle que je les tiens. La sensibilité. Je crois que c'est comme ça qu'on peut l'appeler.
Et grâce à ça, je suis utile. J'ai travaillé pour le service de recherche de la police d'Albuquerque au Nouveau-Mexique pendant 24 ans. Un petit enfant avait disparu depuis 3 jours, mais je sentais qu'il était encore vivant. Quand nous sommes entrés dans la prison vers 20 h, nous étions seuls. L'atmosphère était lugubre. Les poils de mes bras se sont tout de suite dressés. J'avais la chair de poule. Il régnait un lourd climat de haine. Tout est resté en l'état. La peinture s'écaille au plafond, les fenêtres sont cassées, les traces laissées par les gens qui ont été brûlés vifs sont toujours là. Il y a des impacts de machettes au sol. L'infirmerie a été pillée. La seule pièce encore en bon état est la chambre à gaz. Ils sont devenus fous dans cette prison. À chaque pas que je faisais dans cette prison, j'avais l'impression qu'on me traînait. Quand j'ai commencé à marcher, je ne m'en suis même pas rendu compte. On se dirigeait vers le couloir principal et elle s'est arrêtée net. Tout à coup, j'ai senti un courant d'air froid, comme si on avait allumé la climatisation. Et chaque fois que je bougeais, il me suivait. Mais il n'y avait ni fenêtre, ni climatisation, juste ce grand couloir. J'ai attrapé ma caméra et j'ai filmé. Et sur les images, on distingue 3 ou 4 orbes autour d'Elizabeth. Oh! Elisabeth, restez là une minute. Il y a plein d'orbes. Ne bougez pas, Elisabeth. J'étais glacée d'horreur. Je ne pouvais plus bouger. Il fait trop froid ici. 3 orbes sont entrés en Elisabeth. C'est pas vrai. Je n'avais encore jamais eu peur comme ça. Rien ni personne ne m'avait jamais fait du mal. Mais là, quand elle m'a dit qu'ils étaient entrés en moi, j'entendais la voix de ma mère qui me disait « Efforce-toi de les chasser. Ils ne doivent pas entrer en toi parce qu'ils risquent de prendre le contrôle de ton corps. » Alors j'ai tout de suite essayé de les chasser. Il n'en reste plus qu'un. Quand ils sont ressortis, j'ai enfin pu bouger à nouveau. Ces orbes étaient liés aux émeutes. J'en suis sûre, parce que j'ai ressenti la torture. On est monté à l'étage et l'ambiance était sinistre. On est entré dans une cellule. Je me suis assise sur un tabouret et l'instant d'après, mes yeux étaient en feu. Ils pleuraient. Mes yeux me brûlaient terriblement. Je me suis approchée d'elle, je l'ai secouée, elle a ouvert les yeux, ils étaient tout rouges. Il fallait que je sorte. J'ai essayé de me relever et j'ai eu une douleur à la poitrine. J'avais l'impression que j'allais faire une crise cardiaque. Il s'est avéré que c'était la cellule de l'un des pires mouchards de la prison. Un des détenus s'appelait Archie Martinez. Il était connu pour être le principal mouchard de la prison. Tout le monde voulait sa peau. Et on a appris qu'il avait été violemment torturé et maintenu éveillé avec des selles. Ils l'ont maintenu éveillé pendant qu'ils lui ont arraché les yeux avec un tournevis. Ensuite, ils ont pris des chalumeaux et lui ont brûlé la poitrine avant de s'en prendre à ses parties intimes. J'ai senti les brûlures. J'ai revécu son calvaire. Je pense qu'il a tellement souffert avant de mourir qu'il l'a fait sentir à mon ami. On a continué la visite et à un moment donné, on s'est toutes les deux arrêtées net. On a vu une silhouette noire. J'ai vu l'image d'un homme en train de marcher. J'ai pris des photos pendant 10 minutes, à quelques secondes d'intervalle. Sur la première, il n'y a rien. Et sur la deuxième, il y a une silhouette noire. Il a l'air de porter l'uniforme de la prison. On ne distingue ni pieds ni mains.
Je pense que c'était Archie Martinez, un détenu qui a participé à l'émeute. Peut-être qu'Archie est resté avec nous tout au long de la journée. Il voulait essayer de nous dire ce qui lui était arrivé pendant l'émeute. Je pense que ces orbes sont des détenus qui errent dans la prison parce qu'ils ont nulle part où aller. Il faut faire quelque chose pour cette prison. Il faut la démolir. Ils ne partiront pas tant qu'elle ne l'aura pas été. Ils ne peuvent pas reposer en paix. J'ai vu une ombre noire sortir d'un bunker. Un bunker en béton. Si quelque chose surgit, je tire. Je t'aime. Je me demandais si je perdais la tête. Shalom. On venait tous de régions différentes. Et on s'est retrouvés tous ensemble, un peu comme une famille, pour partir en mission en Irak. Juste après le lycée, en 2007, je me suis engagée dans l'armée. Je savais pas trop dans quoi je mettais les pieds, mais je l'ai fait. Je suis arrivé en Irak le 5 mai. C'est le genre de date qu'on n'oublie jamais. Vous descendez de l'avion, une chaleur étouffante vous tombe dessus. Vous êtes là. La vache, dans quoi je me suis embarqué? On ne voyait pas le ciel. On pouvait penser qu'il était bleu, mais ce n'était pas le cas. Il était poussiéreux. Il y avait des palmiers, mais ils n'étaient pas verts. Ils étaient verts poussiéreux. Il y avait une zone stratégique où l'armée irakienne se battait contre l'Iran. Comme j'étais officier des opérations techniques, je devais m'assurer que ces pilotes partis en mission reviennent sains et saufs. J'étais responsable du matériel électronique de l'avion. Je travaillais 12 heures par jour, 7 jours sur 7. Il y avait des moments stressants, comme les attaques à la roquette. On est toujours sur le qui-vive. Tout à coup, vous entendiez un gros boom et le sol se mettait à trembler. Mon histoire de fantôme a commencé le 12 juin à 22h50. Ce soir-là, j'ai vu une ombre noire passer devant moi. C'est une nuit que je ne suis pas prêt d'oublier. À moins de 3 ou 4 mètres, j'ai vu cette masse noire. On aurait dit une silhouette noire avec une cape sur tout le corps. Peut-être une couverture ou quelque chose comme ça. Elle n'avait pas de jambes, c'était très bizarre. Jusque-là, je n'avais jamais vécu d'expérience paranormale. Je n'imaginais pas du tout que ça pouvait m'arriver. Il m'a parlé de cette ombre noire qu'il avait vue. J'étais là, waouh, c'est vrai? C'est comme ça qu'on s'est liés d'amitié. On voulait comprendre ce que c'était. Il y avait un vieux bunker qui datait des années 1980. Il y en avait partout. C'était comme ça que Saddam Hussein protégeait ses bases aériennes. J'en ai discuté avec des Irakiens et ils m'ont dit « Si tu veux des réponses, va dans ces bunkers, tu trouveras peut-être ce que tu cherches. » On avait juste un magnétophone. Et c'était effrayant parce qu'il faisait très sombre là-dedans. Ils sont en partie souterrains. Ils sont en béton très épais. Ils n'ont pas de fenêtres. Il y a juste une ouverture pour entrer et une autre pour sortir. Et pour y pénétrer, il faut emprunter un couloir de 4 mètres. Il fait très sombre, il n'y a pas d'électricité. Avant d'entrer, je lançais toujours une pierre dans le couloir pour éviter les mauvaises surprises. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Je me disais, j'espère qu'il n'y a rien là-dedans. Je n'ai pas du tout envie de voir quoi que ce soit. On posait des questions très simples. Est-ce que quelqu'un a été tué ici? Êtes-vous de l'armée irakienne? Ce genre de choses. On est resté pendant environ 1 heure et il ne s'est rien passé. On a ramassé notre magnétophone et on est parti. J'ai téléchargé le son sur mon ordinateur et c'est là qu'on a entendu très distinctement une voix de femme qui disait « Je t'aime ». Je t'aime. Et après une pause, elle disait « Shalom ». Shalom. Tous les poils de mon corps se sont dressés.
J'étais là. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Shalom. Shalom est un mot hébreu qui veut dire paix et qui est employé comme une salutation. Qu'est-ce qu'un mot hébreu venait faire dans un bunker irakien? Je t'aime. Pourquoi une femme disait « je t'aime » dans un bunker? C'était effrayant de savoir qu'il y avait quelque chose là-dedans. Je t'aime. J'ai appelé ma femme juste après. Je lui ai expliqué un peu ce qui se passait et elle était très inquiète. Mais j'étais bien décidé à aller jusqu'au bout. Je lui ai dit, envoie-moi mon caméscope. Ça m'aidera peut-être à comprendre ce qui se passe. Chaque fois que j'y allais, je priais. Je ne voulais pas que cette chose me fasse du mal. C'était peut-être démoniaque. C'était peut-être un esprit qui errait. Comment savoir? Alors, je priais. La deuxième fois où on y est allé, on avait le caméscope. Je l'ai posé sur un rebord et je l'ai laissé filmer. Le lendemain, j'ai visionné les images et j'ai vu cette masse noire, pas plus grosse qu'un ballon, apparaître d'un coup et disparaître aussi vite. Comme ça, en une fraction de seconde, comme si elle ne voulait pas être vue. Cette masse noire apparaît juste à l'endroit où mon corps était appuyé. C'était très bizarre, comme si elle était sortie de nulle part. Et une fraction de seconde plus tard, elle avait disparu. Elle disparaissait et réapparaissait en bas à droite de l'écran. Puis elle apparaissait ailleurs. C'était complètement imprévisible. Elle ne suivait pas de schéma précis. Elle clignotait, un peu comme une illumination de Noël. Clic, clic, puis plus rien. Et après, on distinguait cette ombre noire. C'est comme s'il cherchait une présence humaine, comme s'il voulait sentir la chaleur de mon corps contre le mur en béton, parce qu'il est apparu exactement là où j'étais assis. Et ça s'est produit plusieurs fois, mais c'était la première fois qu'on le voyait sur une vidéo. Un mois plus tard, on a à nouveau filmé, et il est apparu 2 autres fois, juste à côté de moi. Comme s'il me disait « Hey, j'ai envie de savoir qui tu es, j'ai envie de te connaître, je manque cruellement de compagnie. » C'est très étrange la manière qu'avait cette entité d'apparaître quand j'étais adossé au mur. Ça excitait ma curiosité. Et en même temps, ça me faisait peur. C'était peut-être des esprits démoniaques. Je ne sais pas ce que c'est, ni comment l'expliquer. Je ne sais pas si j'aurai jamais la réponse. Au fond de moi, je me disais, mon Dieu, qu'est-ce que je fais là? J'espère que cette chose ne va pas entrer en moi. Je ne veux pas ramener ça à la maison. J'étais loin d'imaginer que j'allais vivre une expérience paranormale. C'était bien la dernière chose que j'avais imaginée en allant là-bas. Et ça a complètement changé ma vie. Quand je repense à toute cette enquête qu'on a menée dans le bunker, aujourd'hui, je sais que c'était une expérience paranormale. J'en suis convaincue. Je n'en reviens pas d'avoir de telles images, d'avoir enregistré ce « je t'aime » et ce « shalom ». Je n'avais jamais rien entendu d'aussi étrange. Je t'aime, Shalom. Est-ce que c'était un esprit pris au piège? Quelqu'un qui essayait de communiquer? Je ne sais pas. Être mobilisé, c'est très stressant. Et le plus dur, c'est d'être loin de sa famille et de ses amis. Quand j'ai revu ma mère, elle était... Revoir ma famille, revoir mon père et ma mère. J'étais très heureuse de rentrer.
Là-bas, à la gare, on se sent seul parfois. C'était vraiment bon de rentrer à la maison. Être absent aussi longtemps, puis rentrer et retrouver sa famille, c'est extraordinaire. C'est un bonheur qu'on ne peut pas comprendre tant qu'on ne l'a pas vécu. J'ai entendu des bruits de pas dans le couloir. Je n'étais pas seul. Il n'y avait personne. Il faut que je sorte d'ici. Je vis à Hot Springs, dans l'Arkansas, depuis 20 ans. Le centre-ville est connu pour son activité paranormale, avec les sources chaudes et les établissements de cure. Tout le monde semble avoir un fantôme dans cette ville. Les gens aiment faire la tournée des hôtels hantés. Et l'un des lieux les plus hantés du centre-ville historique est le Majestic Hotel. Je suis policier depuis 14 ans dans le centre de l'Arkansas. Je vis à moins de 30 km du Majestic. J'ai connu son âge d'or et son déclin jusqu'à ce qu'il ferme ses portes. Au début du XXe siècle, Hot Springs était le paradis des gangsters. Al Capone et son gang descendaient souvent au Majestic. Cet établissement attirait beaucoup de gens, des gentils et des méchants. Beaucoup de gens sont morts au Majestic au fil des ans. La rumeur dit qu'il y a des fantômes là-bas, qu'il se passe des choses. Des clients sont partis avant la fin de la nuit. Ils avaient peur car ils vivaient des expériences inquiétantes. Ils ne voulaient pas qu'on les rembourse. Ils voulaient juste partir. Il y a eu des meurtres et des suicides, des gens qui sautaient par les fenêtres. Cet hôtel a une face obscure. Je me suis entretenu avec un agent de sécurité qui travaille là-bas et qui a été embauché pour protéger le bâtiment, faire des rondes. Il a vécu des expériences tellement inquiétantes qu'il y a des endroits de l'hôtel où il ne va plus. Et il a dit à son patron que s'il n'était pas content, il chercherait un autre travail. Après sa fermeture, j'ai fait venir un ami policier qui se trouve être spécialisé dans l'utilisation des caméras thermiques. Je suis thermographe. J'ai suivi une formation pour apprendre à utiliser les caméras thermiques. C'est un instrument très complexe. Il mesure la température de surface des corps. Les appareils électriques, les animaux et les humains dégagent une chaleur bien précise. Le spa de l'hôtel mesure 14 ou 15 mètres de long et 8 ou 9 mètres de large. Chaque mur est bordé de cabines individuelles. Chaque cabine a ses propres rideaux. Il y a également plusieurs tables alignées au centre de la pièce. Et bien sûr, il y a de l'espace autour de ces tables pour que les gens puissent circuler. Quand je me retrouve dans un endroit hanté et que je dois marcher dans l'obscurité, je suis toujours un peu anxieuse. Et parfois, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose juste derrière moi. Tous les poils de mes bras se dressent. À plusieurs reprises, on a entendu des voix. Tout à coup, vous entendez un murmure et vous savez que c'est une voix. N'entre pas. Vous vous retournez et il n'y a personne. Il n'y avait personne autour de moi dans un rayon de 10 mètres et j'ai senti un doigt se poser sur moi. J'ai dû faire un bond d'1 mètre et j'ai crié. Karen m'a demandé ce qui se passait et je lui ai dit que quelque chose m'avait touché. J'ai eu l'impression qu'on me frottait le dos. Quand on vous touche et que vous savez qu'il n'y a personne autour, qu'aucun être vivant ne peut vous avoir touché, c'est une sensation incroyable. Des choses ont commencé à se passer. J'ai tout filmé en plan large pour avoir une vision aussi complète que possible. Quelqu'un veut-il communiquer avec nous? Il était la seule autre personne dans la pièce. Il était à ma gauche, avec sa caméra thermique pour s'assurer qu'il n'y avait personne.
Quelqu'un peut-il se montrer? Il se trouve que je regardais dans la bonne direction avec ma caméra thermique et tout à coup, j'ai vu ce rideau bouger, comme si quelqu'un l'avait lancé en direction du plafond. Mon Dieu, c'était quoi? J'utilisais ma caméra thermique. Il n'y avait personne d'autre dans la pièce, rien qui ne dégageait de la chaleur. Waouh! Le rideau a volé, il s'est arrêté pendant une demi-seconde et il est revenu à sa place comme si la pesanteur l'avait ramené au sol. Et 2 ou 3 secondes plus tard, il y a eu un bruit de verre cassé. Mon Dieu! Je ne savais pas ce que c'était, mais j'étais sous le choc. C'était un gros bruit. Mon cœur battait tellement fort que je n'ai pas entendu l'ampoule griller. J'avais un bourdonnement dans les oreilles. Qu'est-ce que c'était? Mon premier réflexe a été de me dire qu'il fallait que je sorte d'ici. Je n'étais pas seul. C'est quoi cette lumière? Mon ami Chad m'a appelé. Karen, il n'y avait personne dans cette pièce, ni autour. J'avais l'estomac noué. Je voulais comprendre ce qui s'était passé. C'était insensé. Mon cœur battait à tout rompre. Il n'avait jamais battu aussi vite. Bon sang, j'ai eu une de ces peurs. Mais j'étais comme aimanté. Je voulais en avoir le cœur net. Ça avait duré 15 ou 20 secondes, assez longtemps pour que j'analyse tout ça dans ma tête. Je voulais comprendre ce qui avait causé tout ça et je suis tout de suite allé inspecter le rideau. Et pendant que je l'observais, Karen a dit « Voilà ce qui s'est cassé ». Il y avait une ampoule par terre, c'était tout récent. J'étais déjà allé plusieurs fois à cet endroit et il n'y avait pas d'ampoule cassée. Je n'ai pas d'explication. J'ai inspecté la zone avec ma caméra thermique. À mon avis, ce n'est pas l'œuvre d'un humain. Il n'y avait rien de vivant là-bas quand le rideau s'est soulevé. Ensuite, j'ai pu visionner les images que j'avais filmées. C'est toujours très excitant d'avoir filmé une chose pour laquelle vous savez qu'il n'y a pas d'explication. Il y avait 2 agents de sécurité au rez-de-chaussée. On leur a montré les images. Ils étaient sous le choc et ils ont dit qu'ils ne mettraient plus jamais les pieds dans cette pièce. En 14 ans de carrière dans la police, j'ai beaucoup appris sur la nature humaine et sur la manière qu'ont les gens de réagir. Il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas mentir. Et cette nuit-là, quand j'ai regardé l'expression sur les visages de ceux qui m'entouraient, j'ai su que ce n'était pas du chiquet. On ne peut pas commander d'avoir la chair de poule. On ne peut pas faire semblant de ne plus pouvoir parler pendant plusieurs minutes. Ce sont des signes qui ne trompent pas. J'ai toujours su qu'il se passait des choses. Et j'en suis arrivée à la conclusion que les fantômes existaient. On cohabite avec eux. On ne sait pas pourquoi ils sont là, mais ils sont là. Cette nuit au Majestic m'a beaucoup fait réfléchir. Qui a dit qu'il n'y avait pas de vie après la mort et qu'on ne pouvait pas communiquer avec les hommes si on en avait envie? Je repense souvent à cette expérience et je me dis, est-ce que je serais capable de rendre visite à ma famille sans leur provoquer une crise cardiaque quand je serai mort? J'avais l'impression d'être dans une baignoire d'eau glacée. Je ne pouvais plus bouger mes membres, seulement mes yeux. Je ne sais pas ce que c'était, mais il n'avait pas de bonnes intentions envers moi. Ça doit être Elisabeth. Qui d'autre? Depuis que j'ai séjourné au Olivier House Hotel, je crois qu'une autre dimension existe. Je pense vraiment qu'il y a quelque chose dans cet hôtel qui a la capacité de se manifester et de déplacer les objets qui nous entourent. Mon histoire de fantôme a commencé dans la chambre 104 du Olivier House Hotel. Mon histoire de fantôme a commencé dans la chambre 206 du Olivier House Hotel. L'Olivier House Hotel se trouve au cœur du quartier français de la Nouvelle-Orléans en Louisiane. J'ai séjourné 20 fois au Olivier House Hotel. La 206 est notre chambre préférée. J'ai séjourné au Olivier House Hotel 4 fois en tout. La dernière fois était différente des autres. J'étais dans la chambre 104 dans laquelle je n'avais encore jamais dormi et où je ne dormirai jamais plus.
Je ne suis jamais retourné dans cet hôtel depuis cette nuit-là. Le Olivier House doit son nom à la famille qui l'a bâti, la famille Olivier au 19e siècle. Élisabeth du Parc-Locoul avait fait fortune dans les plantations de canne à sucre. Olivier House était une de ses résidences d'été. C'était sa préférée, car elle était située juste à côté de l'opéra. À un moment donné, pendant la guerre de Sécession, des soldats de l'Union sont venus à la Nouvelle-Orléans. Ils ont confisqué sa maison pour en faire leur QG. Elle n'a pas beaucoup apprécié, et elle a récupéré la maison après la guerre. Élisabeth est morte en 1895 dans la maison. Élisabeth hante l'hôtel pour garder un œil sur qui séjourne ici. Si vous êtes du nord des États-Unis, elle risque de ne pas vous aimer à cause des problèmes qu'elle a rencontrés avec les soldats de l'Union pendant la guerre de Sécession. Elle veut que toutes les personnes qui viennent ici sachent qu'elle est là. Si vous séjournez au Olivier House Hotel, vous aurez affaire à elle. Ma mère est réceptionniste à l'hôtel. Elle m'avait raconté plusieurs fois que des gens avaient eu des soucis à l'hôtel, des expériences surnaturelles. Des clients sont partis au beau milieu de la nuit en disant qu'ils avaient vu une femme en robe d'époque. Je n'y croyais pas au début, mais maintenant que je l'ai moi-même vécu, je sais qu'il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer. Je ne pense pas que Jerry ait vécu une expérience aussi négative que la mienne. Tout dépend de l'humeur d'Élisabeth. La chambre 206 était son petit salon. On lui apporte toujours des fleurs et des bonbons. Et dès qu'on ouvre la porte, on lui dit « Bonjour Élisabeth, nous revoilà. Merci de nous recevoir. » Un ami à moi travaille dans le quartier français. Il est venu me voir à l'hôtel. On plaisantait car ma mère m'avait dit que c'était une chambre hantée. On rigolait en disant « Il y a peut-être un fantôme, peut-être qu'il va se montrer ». Je n'y ai pas réfléchi beaucoup plus. Avec le recul, je me dis que c'était une mauvaise idée. Elle n'a pas apprécié mes plaisanteries et mon manque de respect. J'ai appris que c'était la chambre dans laquelle elle était morte. Le fait qu'elle soit morte dans cette chambre a peut-être un lien avec ce que j'ai vécu. Mon ami est retourné au travail et je me suis retrouvé seul dans la chambre. Je me suis fait couler un bain. Et c'est là qu'un premier événement étrange s'est produit. J'entendais quelqu'un frapper dans la chambre. Quelqu'un donnait des coups au milieu de la pièce. C'était terrible parce que j'avais la nette impression de ne pas être seul. Je suis finalement allé me coucher vers minuit. Je ne suis pas sorti ce soir-là. À 3h30, je me suis réveillé. J'avais l'impression d'être dans une baignoire d'eau glacée. Tout mon corps était gelé. Je ne pouvais plus bouger mes membres, seulement mes yeux. Mon rythme cardiaque s'était ralenti, mais j'étais très stressé. Et c'est là que j'ai vu un faisceau de lumière blanche. Il s'allongeait progressivement. Il vibrait de haut en bas. Il était vivant. Il n'avait pas l'air amical. J'avais vraiment l'impression qu'il était conscient de ma présence. Et après, il s'est approché de la tête du lit. Le pire, c'était de ne pas pouvoir bouger et de comprendre que ses intentions envers moi n'étaient visiblement pas bonnes. Et c'est à ce moment-là qu'il est parti vers la gauche. Il fallait que je m'en aille. Et c'est quand je me suis dit ça qu'il est revenu devant moi. J'avais l'impression qu'il me regardait. Et puis tout à coup, psst, il a disparu à travers le mur, très vite. Et dès qu'il est parti, j'ai retrouvé l'usage de mes membres. Je savais seulement qu'il fallait que je quitte cette chambre. Je suis sorti et je suis allé raconter au veilleur de nuit ce qui s'était passé. J'étais dans tous mes états. Il est allé récupérer mes affaires pour moi et je suis parti. Je suis sûr à 100% que ce n'était pas un rêve, que ça m'est réellement arrivé. C'est l'expérience la plus terrifiante que j'ai jamais vécue. Il s'est passé plusieurs choses. Une fois, on était assis en train de fumer une cigarette. On a entendu un bruit dans la rue et on est sorti sur le balcon pour voir ce qui se passait.
Et quand on est à nouveau rentré, le cendrier avait disparu. Et il y avait une bouteille d'eau sur la table basse. On n'avait pas d'eau dans la chambre et elle est apparue comme ça. Ça devait être Elizabeth. Il n'y avait pas d'autre explication possible. Manifestement, elle n'aimait pas la fumée de cigarette. Un soir, j'ai essayé de mettre la chaîne de sécurité sur la porte et j'ai finalement réussi à l'accrocher. Le lendemain matin, quand on s'est réveillé, la chaîne n'était plus accrochée. J'ai trouvé ça très étrange. Une autre fois, j'étais en haut de l'escalier et je demandais à Trace de se retourner pour pouvoir prendre une photo. Je l'ai fait développer et on distingue 12 orbes sur cette photo. Un orbe, c'est le signe d'un esprit. Oui, Elizabeth était là. Sur une autre photo, on distingue une espèce de fantôme de femme en robe. C'est elle. Sur la photo, on distingue une silhouette de femme en robe d'époque. Oui, je pense que c'est Elizabeth. Je n'y retournerai pas parce qu'Elizabeth Locoul n'est jamais partie. Et elle ne partira pas tant que la maison existera. Il se passait des choses bizarres. Une grille en métal est tombée du plafond et a failli blesser Amy à la tête. Elle m'a demandé pourquoi je n'avais pas peur et je lui ai dit « parce que je sais qui c'est ». Peu de gens peuvent se vanter de s'être retrouvés seuls avec un ange. Mon histoire de fantôme a commencé quand ma mère est venue me rendre visite 6 mois après son décès. J'ai ouvert ma boutique en 2004. Et avant, j'avais été styliste florale freelance dans la région d'Austin, au Texas. Je caressais l'idée d'avoir ma propre entreprise. J'en avais beaucoup discuté avec ma mère. Je l'appelais 8, 10, 12 fois par jour. C'était ma meilleure amie. Elle m'avait dit « Je te donnerai l'argent qu'il te faut pour être sûre que tu t'en sortes ». J'ai fait des recherches et j'ai déniché l'endroit idéal où démarrer mon rêve, c'est-à-dire un magasin de fleurs. Grâce à l'aide de ma mère, j'ai ouvert Flora et Fauna. Et 3 ou 4 mois plus tard, elle a été admise aux urgences. On lui a diagnostiqué un cancer de stade 3. Toute la famille s'est serré les coudes pour la soutenir. Elle a été formidable. Elle était tellement belle. On ne savait pas combien de temps il lui restait. On la quittait sans savoir si on la reverrait. Et un jour, elle est tombée dans le coma. Et elle est morte. Avant sa mort, je lui ai demandé si elle viendrait me voir à ma boutique. Et elle m'a dit, « Carissa, si je peux, je viendrai. Et tu le sauras. » J'ai commencé à travailler chez Flora et Fauna en février 2008. Quand j'ai rencontré Carissa, elle m'a appris que sa mère était morte 1 an plus tôt. J'étais bouleversée de la voir aussi triste. Carissa est une femme pleine d'amour et une fleuriste exceptionnelle. Sa boutique était adorable. Un bel espace. Quelques jours après mon arrivée, il s'est passé des choses bizarres. Amy me parlait tout le temps de choses inquiétantes qui lui arrivaient quand elle était à la boutique. La plupart du temps, c'était quand j'étais toute seule. Les ampoules électriques n'arrêtaient pas de griller. Il fallait tout le temps remplacer les ampoules. J'étais assise à l'ordinateur et il n'arrêtait pas de s'allumer et de s'éteindre sans aucune raison. C'était des ordinateurs tout neufs qui s'éteignaient n'importe quand. L'imprimante. J'étais dans la boutique et tout d'un coup, j'ai entendu l'imprimante se mettre en marche dans le bureau et débiter des feuilles et des feuilles et des feuilles. L'ordinateur était éteint et l'imprimante n'arrêtait pas de cracher du papier.
J'étais là, mais qu'est-ce qui se passe? Ne reste pas là. Le tourbillon de flora et fauna. C'est comme ça que je l'appelais. On arrivait dans la boutique et on ne savait jamais ce qui allait se passer. Le lavabo des toilettes était incontrôlable. J'allais dans les toilettes, je fermais le robinet, je poussais la porte et tout d'un coup j'entendais le robinet couler. Je ne pourrais pas dire combien de fois c'est arrivé. Une énergie très forte émanait de ma boutique. Si elle était positive, elle était extrêmement positive. Si elle était négative, elle était extrêmement négative. C'était effrayant. Une fois, une grille en métal est tombée du plafond et a failli blesser Amy à la tête. À 3 reprises, elle est tombée et elle a failli me blesser. C'était vraiment inquiétant. Il n'y avait aucune explication. Tous ceux qui ont travaillé dans ma boutique ont vécu des choses. Carissa, je ne sais pas ce qui s'est passé hier soir. Quelqu'un a posé sa main sur mon épaule. Certains ont démissionné car ils ne le supportaient pas. À l'époque où tout a commencé, les caméras de surveillance que j'avais installées 2 ans plus tôt tombaient régulièrement en panne. J'ai fini par appeler un technicien pour qu'il vienne les réparer. Le lendemain matin, il est venu. Il a vérifié que tous les ordinateurs fonctionnaient. Il a changé les caméras. Tout marchait correctement. Je suis revenue le lundi matin et j'ai visionné les images. Et entre 2h50 et 8 ou 9h du matin, on voit une sorte de petit nuage qui se déplace partout dans la boutique. Et quand il se plaçait devant une lumière, il devenait brillant et tout blanc. J'étais là, ce n'est pas une araignée. À un moment, on distingue une pommette, un menton et un œil. Je me suis assise et j'ai souri. Comment ça va, petite folle? Tous les gens qui ont vu les images m'ont dit « Il faut que tu appelles quelqu'un. Pourquoi tu n'as pas peur ?» Et je leur répondais « Parce que je sais qui c'est. » J'ai cette photo de ma mère quand elle avait une vingtaine d'années. Quand je l'ai mise à côté, je me suis dit « Mon Dieu, c'est toi !» J'ai reconnu la forme de son menton. C'est la forme de mon menton, la forme du menton de ma sœur. À partir de là, je n'ai plus de doute. C'était elle. Je suis restée bouche bée. C'était tellement fort que sa mère entre en contact avec elle. Elle voulait que sa fille sache qu'elle était là. Elle a tout fait pour le dire à Carissa. Un jour, une amie est venue me voir. Je lui ai raconté toute l'histoire et elle m'a dit « C'est incroyable. Tu as besoin de quelque chose ?» Et je lui ai répondu « Oui, j'ai besoin d'un investisseur. » Elle est revenue 2 mois plus tard et elle m'a dit « Ton histoire avec ta mère m'a tellement touchée que je me suis réconciliée avec la mienne. Elle va bientôt mourir. » Et elle a ajouté « Je sais que quelqu'un doit veiller sur toi et j'ai décidé que ce serait moi, car c'est ce que ta mère aurait voulu. » Et elle m'a donné $20 000. Ça a sauvé ma boutique. Elle m'a dit « Je suis ton ange gardien maintenant, c'est moi que tu dois appeler. » Tous ceux qui entendent cette histoire comprennent que Carissa est bénie. C'est vraiment une histoire magnifique. Je n'ai pas senti sa présence depuis longtemps. Je suis dans une situation plus confortable et peut-être qu'elle se dit que je n'ai plus autant besoin d'elle. Mais elle restera toujours ma maman ange gardien.